Les années 1990 étaient une décennie pleine de promesses, une décennie au cours de laquelle les entreprises technologiques nous ont montré un avenir qui devait être plus rapide, plus intelligent et plus excitant que tout ce qui avait précédé. Les ordinateurs de poche, les consoles de jeux portables, les nouveaux formats de médias et même les premières tentatives de réalité virtuelle ont été annoncés comme une révolution. Des millions ont été investis, la publicité promettait des miracles, et pendant un bref instant, les gens ont cru tenir l'avenir entre leurs mains. Pourtant, toutes les grandes idées ne survivent pas à la réalité. Certains produits étaient trop en avance sur leur temps, d'autres étaient simplement mal réalisés. Certains ont échoué à cause de leur prix, d'autres à cause d'une technologie compliquée ou d'une mauvaise compréhension des utilisateurs. Et certains sont devenus des notes de bas de page embarrassantes de l'histoire de la technologie. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil rétrospectif sur 10 des produits technologiques les plus innovants des années 1990 qui voulaient tout changer et qui ont échoué de manière spectaculaire. Des produits que beaucoup d'entre nous connaissent encore, mais que presque personne ne regrette vraiment. Leur histoire ne parle pas seulement de technologie, mais aussi d'attentes humaines, de battage médiatique et de la dure leçon selon laquelle l'innovation seule ne garantit pas le succès. Et tout en haut de cette liste se trouve un produit qui est devenu l'une des plus grandes humiliations de son histoire, même pour un géant comme Nintendo. Nintendo Virtual Boy. En 1995, Nintendo voulait redéfinir l'avenir du jeu. Le Virtual Boy promettait un véritable jeu en 3D et une expérience immersive qui devait aller bien au-delà des consoles classiques. L'idée semblait révolutionnaire, les attentes étaient immenses. Dans la réalité, le système s'est toutefois révélé être une grande déception. Les joueurs devaient placer leur tête dans un appareil fixe, l'affichage était exclusivement rouge et noir et provoquait rapidement une fatigue oculaire et des vertiges chez de nombreux utilisateurs. Au lieu de l'enthousiasme, c'est le malaise qui s'est installé. À cela s'ajoutait une sélection de jeux extrêmement réduite, qui n'exploitait guère l'avantage supposé de la 3D de manière judicieuse. Le prix élevé, le design inconfortable et le manque de jeux convaincants ont conduit Nintendo à abandonner le Virtual Boy après peu de temps. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands faux pas de l'histoire de l'entreprise et comme un exemple montrant que même les innovations audacieuses peuvent échouer si elles arrivent sur le marché trop tôt et de manière prématurée. 2. Apple Newton Message Pad. Au début des années 1990, Apple voulait montrer à quoi ressemblerait l'informatique personnelle du futur. Le Newton Message Pad, présenté en 1993, devait être un compagnon numérique pour le quotidien. Prendre des notes, gérer les contacts, planifier les rendez-vous. Tout cela dans un appareil maniable avec écran tactile et stylet. Pour beaucoup, cela ressemblait à de la science-fiction à portée de main. Mais c'est précisément là que le problème a commencé. La célèbre reconnaissance de l'écriture manuscrite fonctionnait mal et donnait souvent des résultats involontairement comiques. Les utilisateurs s'en moquaient au lieu d'être impressionnés. À cela s'ajoutait un prix élevé, un design encombrant et une technologie qui n'était tout simplement pas assez fiable au quotidien. Des produits concurrents comme le Palm Pilot étaient moins chers, plus simples et plus pratiques. Malgré son idée visionnaire, le Newton n'a trouvé que peu d'acheteurs. En 1998, toute la ligne de produits a été arrêtée. Aujourd'hui, on se souvient de lui moins comme d'un succès que comme le symbole du fait qu'Apple était en avance sur son temps, mais trop tôt et avec trop de faiblesse. L'idée de base a survécu, mais le Newton lui-même a échoué. Au début des années 1990, Sony a présenté avec le mini-disque un format musical qui devait en fait tout améliorer. Plus petit que les CD, réinscriptible, robuste et idéal pour les déplacements. Pour beaucoup, il semblait être la prochaine étape logique de l'évolution de la musique. Pourtant, malgré une technologie ingénieuse, le mini-disque ne s'est jamais vraiment imposé. Les disques vierges étaient chers, peu d'albums sortaient officiellement dans ce format et le processus de copie était fastidieux. Alors que Sony misait encore sur le mini-disque, les consommateurs découvraient déjà des CD moins chers et plus tard des lecteurs MP3 plus simples et plus flexibles. Ainsi, le mini-disque est resté un produit de niche pour les passionnés de technologie, particulièrement au Japon et dans certaines parties de l'Europe. Au début des années 2000, Sony s'est lentement retiré. Aujourd'hui, le mini-disque représente une bonne idée arrivée au mauvais moment. Techniquement solide, mais dépassé par le marché avant d'avoir eu une réelle chance. En 1995, Microsoft a tenté de rendre l'ordinateur plus simple et plus convivial pour tous. Microsoft Bob a remplacé le bureau classique par un appartement de dessin animé coloré dans lequel les programmes étaient représentés comme des meubles. Un chien nommé Rover devait aider les utilisateurs et lever les appréhensions face à la technologie. Cependant, c'est précisément cette approche qui a raté son but. L'interface semblait enfantine, ralentissait le travail et nécessitait plus de puissance de calcul que ce que de nombreux PC pouvaient offrir à l'époque. Les utilisateurs adultes ne se sentaient pas pris au sérieux, tandis que les débutants ne travaillaient guère plus productivement malgré l'aspect coloré. Au lieu du soulagement, c'est la frustration qui a surgi.
Les chiffres de vente sont restés bas et Microsoft a arrêté Bob après peu de temps. Aujourd'hui, le programme est considéré comme une erreur bien intentionnée mais évidente et comme la preuve qu'une simplification sans une véritable compréhension des utilisateurs peut vite se retourner contre soi. Atari Jaguar. En 1993, Atari a voulu revenir au sommet avec la Jaguar. La console a été promue de manière agressive comme le premier système 64 bits et devait être techniquement bien supérieur à la concurrence. Sur le papier, cela semblait impressionnant et a suscité de grandes attentes chez les joueurs en Europe et aux États-Unis. Dans la pratique, le matériel s'est toutefois révélé compliqué et difficile à programmer. Les développeurs ont boudé le système, c'est pourquoi peu de jeux sont sortis, dont beaucoup n'atteignaient pas la qualité des titres concurrents. La manette encombrante avec sa disposition de touches inhabituelle a également été vivement critiquée. La faible sélection de jeux, le soutien médiocre et la forte concurrence de Sega et Sony ont fait échouer rapidement la Jaguar. Après quelques années, la console a été abandonnée, marquant la fin d'Atari en tant que fabricant de consoles. Aujourd'hui, on se souvient de la Jaguar comme de la dernière chance désespérée d'un ancien pionnier du secteur. Sega 32X. En 1994, Sega a tenté de prolonger la durée de vie de la populaire Mega Drive. Le Sega 32X était un module complémentaire qui s'insérait simplement dans le port cartouche et devait soudainement promettre des graphismes 32 bits. Pour beaucoup, cela semblait être un bond économique vers la prochaine génération de consoles. Mais le concept a surtout semé la confusion. Peu après la sortie, Sega a déjà annoncé la console Saturn, si bien que les joueurs ne savaient pas dans quel système investir. La sélection de jeux pour le 32X est restée réduite et se composait principalement de portages médiocres plutôt que de véritables nouveautés. Le faible soutien des développeurs, le prix élevé et le marketing chaotique ont fait disparaître le 32X après peu de temps. Aujourd'hui, il est considéré comme un exemple classique de la manière dont un produit intermédiaire précipité cause plus de dommages qu'il n'apporte de progrès. 7. Bandai Pepin. Au milieu des années 1990, Apple a tenté une expérience inhabituelle en collaboration avec Bandai. La Pepin devait être à la fois une console de jeu, un appareil multimédia et une plateforme Internet. Propulsée par une version allégée de macOS, l'idée semblait futuriste et ambitieuse. C'est pourtant cette polyvalence qui est devenue un problème. La Pepin était nettement plus chère que la PlayStation ou la Nintendo 64, mais offrait peu de jeux convaincants et des fonctions multimédia limitées. De nombreux acheteurs ne savaient pas à quoi l'appareil était réellement destiné. Console, ordinateur ou jouets coûteux. Les chiffres de vente sont restés catastrophiquement bas, seules quelques dizaines de milliers d'unités ayant été vendues dans le monde. En 1998, la Pepin a été abandonnée et est restée l'un des plus grands échecs de l'histoire d'Apple. Elle montre qu'une marque forte ne suffit pas si l'utilité et le groupe cible restent flous. 8. IBM Simon Personal Communicator. En 1994, IBM a présenté avec le Simon Personal Communicator un appareil qui était très en avance sur son temps. Téléphone, écran tactile, calendrier, contact et même fonction de fax étaient réunis dans un seul appareil mobile. Au fond, Simon était l'un des premiers précurseurs du smartphone moderne. Mais la technologie n'était pas encore prête. L'appareil était grand, lourd et très cher, et l'autonomie de la batterie n'était souvent que d'environ 1 heure. Les réseaux mobiles pouvaient à peine supporter ces possibilités, et pour le quotidien, Simon était tout simplement trop peu pratique. Seules quelques dizaines de milliers d'exemplaires ont été vendus. Aujourd'hui, l'IBM Simon n'est pas considéré comme un échec de l'idée, mais comme la preuve que l'innovation arrive parfois trop tôt. La vision était juste, mais la mise en œuvre ne correspondait pas à la réalité des années 1990. TigerGame.com. En 1997, Tiger Electronics a voulu s'attaquer à la Game Boy de Nintendo avec la Game.com. Sur le papier, le système semblait impressionnant. Écran tactile, 2 ports cartouches et même une fonction Internet simple. Il paraissait ainsi techniquement supérieur à sa concurrence. Dans la réalité, la console portable a toutefois déçu sur toute la ligne. L'écran était sombre et flou, l'écran tactile réagissait avec lenteur et les jeux semblaient bas de gamme et inachevés par rapport à l'expérience fluide et fiable de la Game Boy. Même des licences connues n'ont pas pu sauver la piètre expérience de jeu. Les chiffres de vente sont restés bas et la Game.com a rapidement disparu du marché. Aujourd'hui, elle représente une bonne idée avec une mauvaise réalisation et montre que les caractéristiques techniques seules ne font pas un produit convaincant. 10. Commodore CD32. En 1993, Commodore a tout misé sur une dernière carte, avec la CD32. La console était considérée comme l'un des premiers systèmes 32 bits basés sur CD et devait amener la technologie Amiga à succès dans le salon. Particulièrement en Europe,
L'appareil a suscité l'espoir d'un concurrent sérieux pour Sega et Nintendo. Mais cet espoir n'a pas duré longtemps. De nombreux jeux n'étaient que des titres Amiga légèrement adaptés, et les véritables nouveaux points forts ont manqué. Dans le même temps, Commodore était déjà plongé dans de graves problèmes financiers, ce qui a entraîné un effondrement rapide du marketing, du développement ultérieur et du soutien. En dehors de l'Europe, la disponibilité était fortement limitée. Après peu de temps, la CD32 a disparu du marché. Peu après, Commodore a fait faillite. Aujourd'hui, on se souvient de cette console comme du chapitre final tragique d'un constructeur informatique autrefois légendaire. Plein de potentiel, mais sans avenir. Les années 1990 ont été une décennie d'optimisme sans limite. La technologie devait tout changer, rendre les choses plus rapides, plus intelligentes et plus spectaculaires. Les produits de cette liste n'étaient pas des copies bon marché ou des tentatives sans conviction. Au contraire, ils sont nés de l'audace, d'une vision et de la ferme conviction de pouvoir redéfinir l'avenir. C'est pourtant là que réside l'ironie. Beaucoup de ces appareils n'ont pas échoué parce que les idées étaient mauvaises, mais parce qu'ils étaient en avance sur leur temps. Trop chers, trop compliqués ou développés à côté des besoins du marché. L'innovation seule ne suffit pas. Elle a besoin du bon moment, d'un objectif clair et d'une véritable compréhension de ce que les gens veulent réellement utiliser au quotidien. Aujourd'hui, nous regardons ces technologies échouer avec nostalgie. Certaines semblent presque charmantes, d'autres rappellent à quel point les grandes promesses peuvent se briser rapidement. Et pourtant, beaucoup de ces flops ont ouvert la voie à des succès ultérieurs. Sans eux, il n'y aurait peut-être pas de smartphone, pas de consoles modernes et pas d'écosystème numérique tels que nous les connaissons aujourd'hui. En fin de compte, ces produits ratés nous montrent une vérité importante. Le progrès ne naît pas seulement des succès, mais aussi des erreurs audacieuses. Et parfois, ce sont précisément les plus grands échecs dont l'avenir tire des leçons.